Vous vous êtes déjà demandé ce qui est arrivé aux épouses des dirigeants nazis après la Seconde Guerre mondiale. Alors que les crimes et les conséquences pour les hauts responsables nazis sont largement connus, les histoires de leurs épouses sont remplies de secrets, de défis et de rebondissements inattendus. Saviez-vous que certaines de ces épouses ont tenté de recommencer leur vie en secret, tandis que d'autres sont restées fidèles aux idéologies de leur mari jusqu'à la fin? Comment ces femmes ont-elles été traitées par la société? Ont-elles été pardonnées ou ont-elles fait face à des punitions sévères? Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui est arrivé à l'épouse de Hitler. Pensez-vous que les épouses des dirigeants nazis doivent payer pour les crimes de leur mari? Laissez votre avis dans les commentaires. Magda Goebbels, l'épouse de Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich, a eu une fin tragique qui s'est déroulée dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. En avril de 1945, alors que les forces alliées avançaient sur Berlin, Magda et sa famille ont déménagé au Führerbunker, le complexe souterrain où Adolf Hitler passerait ses derniers jours. Avec la défaite imminente du régime nazi, Magda et Joseph Goebbels ont pris la décision de mettre fin à leur vie et à celle de leurs 6 enfants, préférant la mort à la capture par les Alliés. Dans les jours précédant le suicide, Magda a fait une dernière tentative désespérée pour assurer l'avenir de ses enfants. Elle a écrit des lettres à des parents et amis, exprimant la croyance qu'une vie sans le national-socialisme était impensable et qu'il n'y avait pas d'avenir pour ses enfants dans un monde sans Hitler. Le 1er mai de 1945, Magda et Joseph Goebbels ont empoisonné leurs enfants avec du cyanure et ont ensuite mis fin à leur vie dans le jardin de la chancellerie du Reich. Leurs corps ont été retrouvés et partiellement brûlés, mais encore reconnaissables. Après la guerre, Magda Goebbels a été largement condamnée pour sa loyauté fanatique envers Hitler et pour le rôle actif qu'elle a joué dans le régime nazi. Son acte final de tuer ses propres enfants a été vu comme un exemple extrême de la doctrine idéologique et du désespoir qui imprégnait les hauts rangs du Troisième Reich. Les restes des Goebbels ont été retrouvés par les forces soviétiques et enterrés dans un lieu non révélé, leur histoire devenant un avertissement sur les dangers de l'extrémisme et du fanatisme. La mémoire de Magda Goebbels reste marquée par l'horreur de ses derniers jours et par l'impact dévastateur de ses actions. Emmy Göring, mariée à Hermann Göring, chef de la Luftwaffe et figure proéminente du parti nazi, elle s'est retrouvée dans une position de pouvoir et de responsabilité en tant qu'hôtesse d'Hitler lors de diverses fonctions d'État avant la guerre. Elle se surnommait la première dame du Troisième Reich, ce qui a provoqué des tensions avec Eva Braun, future épouse d'Hitler. Ce comportement a conduit à son exclusion du cercle intime d'Hitler, malgré sa position privilégiée. Pendant la guerre, Emmy a joui d'un style de vie luxueux, possédant plusieurs propriétés obtenues par la confiscation de biens juifs et d'autres considérés comme ennemis par le régime nazi. Après la guerre, Emmy a été jugée par un tribunal de dénazification et déclarée coupable, ce qui a entraîné 1 an de prison et la perte d'une part significative de sa richesse. Elle a également été interdite de se produire sur scène pendant 5 ans. Après sa libération, Emmy Göring a obtenu un petit appartement à Munich et a écrit une autobiographie intitulée « Ma vie avec Göring ». Elle a vécu de manière relativement discrète jusqu'à sa mort en 1973. L'héritage d'Emmy est marqué par son association avec l'une des figures les plus influentes du régime nazi et par l'opulence de sa vie pendant la guerre, contrastant avec les conséquences qu'elle a affrontées après la guerre. Margaret Himmler, épouse du Reichsführer SS Heinrich Himmler, a commencé sa vie en se consacrant à sauver des vies comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, elle a dirigé une clinique d'infirmières temps privée avec le soutien financier de son père. Margaret a rencontré Heinrich Himmler lors d'une de ses conférences en 1927 et ils se sont mariés en 1928 malgré les différences d'âge et de foi religieuse. Margaret était loin d'être une spectatrice passive dans les activités de son mari. Elle est devenue membre du parti nazi en 1928 et organisait fréquemment des réunions pour les épouses des dirigeants de haut rang de la SS. Malgré son engagement, Margaret était notoirement impopulaire parmi les autres femmes nazies. Pendant la guerre, elle supervisait l'exploitation des hôpitaux de la Croix-Rouge à Berlin-Brandebourg et effectuait des voyages dans les régions occupées par la Wehrmacht où elle a témoigné des conditions horribles et les a consignées dans son journal. Après la guerre, Margaret a été soumise à de nombreuses enquêtes pour vérifier son niveau de connaissance des activités de son mari. Elle a nié toute implication et a tenté de se distancer du régime nazi. En 1953, Margaret a été considérée comme une profiteuse du régime nazi et condamnée à 30 jours de travail pénal, perdant ses droits de vote et son éligibilité à la pension. Elle a vécu sous le pseudonyme de Margaret Boden jusqu'à sa mort en 1967.
essayant de se distancer de son passé et des atrocités associées au nom Himmler. Ilse Hess. Ilse Hess a mené une vie marquée par sa loyauté inébranlable envers le parti nazi et son mariage avec Rudolf Hess, le fils d'Adolf Hitler. Ils se sont rencontrés au début des années 1920, Ilse rejoignant le parti nazi en 1921, puis de nouveau en 1925, après l'interdiction temporaire du parti. Adolf Hitler a joué un rôle significatif en facilitant le mariage entre Ilse et Rudolf, qui a eu lieu en 1927. Le lien d'Ilse avec le parti et sa proximité avec les figures de haut rang ont renforcé sa position au sein du régime. Pendant la guerre, Ilse est restée une fervente partisane du régime nazi, surtout lorsque son mari a entrepris un vol en solitaire vers l'Écosse, dans une tentative futile de négocier la paix avec le Royaume-Uni. Malgré les répercussions de cette mission ratée, Ilse a défendu les intentions de Rudolf et a continué à soutenir le parti. La loyauté d'Ilse au national-socialisme s'est étendue après la guerre, lorsqu'elle a soutenu la Stillhilfe, une organisation d'aide aux membres de la SS emprisonnés, condamnés et fugitifs. Après la Seconde Guerre mondiale, la vie d'Ilse Hess a été marquée par les défis d'adaptation à un monde drastiquement changé. Avec Rudolf Hess, condamné à la prison à perpétuité lors des procès de Nuremberg, Ilse est restée pour élever seule leur fils. Elle a déménagé à Hallgäu et a ouvert une pension en 1955. Ces dernières années ont été consacrées à défendre la libération de son mari de la prison de Spandau jusqu'à sa mort en 1987. Ilse Hess est décédée en 1995, laissant un héritage complexe et intrinsèquement lié à l'histoire du nazisme en Allemagne. Lina Heydrich. Lina Heydrich, épouse de Reinhard Heydrich, a été influencée dès son plus jeune âge par le parti nazi grâce à son frère Hans, un fervent membre du parti. Elle a rencontré Heydrich en 1929 et l'a épousé après une période tumultueuse durant laquelle il a été renvoyé de la marine pour conduite inappropriée. Lina a suggéré à Heydrich de poursuivre une carrière dans la SS, ce qui a conduit Heinrich Himmler à le nommer chef du service de renseignement, connu plus tard sous le nom de SD. En reconnaissance de la dévotion de son mari à la cause nazie, Hitler a offert à Lina une grande propriété dans la Bohême rurale, où elle a maintenu des prisonniers pour le travail forcé et, semble-t-il, les a abusés physiquement. Après la guerre, Lina a été acquittée dans le processus de dénazification et a obtenu une pension grâce à des batailles judiciaires contre le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest. En 1965, elle a rencontré et épousé le directeur de théâtre finlandais Mauno Manninen, cherchant à changer son nom de famille. Lina Heydrich a écrit un livre de mémoire en 1976, défendant la réputation de son premier mari jusqu'à sa mort en 1985. Elle a transformé l'ancienne maison d'été de Heydrich en un restaurant et une auberge, gardant un profil relativement bas jusqu'à sa mort. Son héritage est controversé car, malgré ses efforts pour réhabiliter l'image de son mari, elle est restée une figure associée aux atrocités du régime nazi. Eva Braun, la compagne de longue date et, pendant une brève période, épouse d'Adolf Hitler, n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale. Le 30 avril 1945, dans le bunker de Hitler à Berlin, elle et Hitler se sont suicidés ensemble, juste un jour après leur mariage. Eva a ingéré une capsule de cyanure tandis que Hitler a opté pour une balle dans la tête. Leurs corps ont été retrouvés par les plus proches assistants, qui ont suivi les instructions de Hitler pour incinérer les corps et les enterrer afin d'éviter qu'ils ne soient capturés par les forces soviétiques. Après la guerre, l'histoire d'Eva Braun a été entourée de mystères et de controverses. Pendant de nombreuses années, elle a été considérée comme une figure périphérique, simplement une jeune femme amoureuse du dictateur. Cependant, des recherches plus récentes ont révélé qu'Eva n'était pas seulement une figure passive, mais qu'elle avait une vision claire et était consciente des atrocités commises par le régime nazi. Sa présence constante aux côtés de Hitler jusqu'au dernier moment du Troisième Reich illustre la profondeur de son engagement émotionnel et de sa loyauté envers le Führer. La mémoire d'Eva Braun a été marquée par son rôle complexe et contradictoire dans l'histoire. Elle vivait une vie de luxe et de privilèges à la cour de Hitler, profitant des biens confisqués et du style de vie fourni par sa relation avec l'un des hommes les plus redoutés de l'histoire. À travers des photographies et des films qu'elle a elle-même réalisés, nous avons un rare aperçu de la vie intime de Hitler et de son cercle le plus proche. Après la guerre, les restes d'Eva Braun, ainsi que ceux de Hitler, ont été exhumés plusieurs fois par les autorités soviétiques avant d'être finalement incinérés et leurs cendres jetées dans l'Elbe, dans le but d'éradiquer toute trace physique des dirigeants nazis. De quel endroit du monde regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires.
Il y a beaucoup d'histoires fascinantes de la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Merci d'avoir regardé.